Produit par Binge Audio. À l'été 2020, le confinement est terminé. Je rentre à Toulouse. Coucou mon chat, je voulais savoir si ça te disait un café place Saint-Georges. Avec plaisir, on a trop de choses à débrief, je crois. J'ai trop hâte de retrouver Alex. Le coup de foudre amical, c'est un peu comme le coup de foudre amoureux. Ça rend zinzin. Anatomie d'une dispute, une série documentaire de Johanna Cincinnatis-Abramovic. Épisode 2, fusion et défusion. On se retrouve et on résume 4 mois de pandémie autour de 2 allongés. Et alors, ce lover, quand est-ce que je le rencontre ? Elle me raconte pour son nouvel amoureux. Il s'appelle Joachim et son diminutif c'est Joe, comme toi. Pour la rencontre, je sais pas, on peut se dire dans les semaines à venir. Moi, je lui raconte mon mec fantôme et sa masterclass en ghosting. En amitié, c'est pas toujours évident d'évoluer ensemble quand on n'est pas sur le même fuseau horaire. Son histoire me rappelle que la mienne n'a pas marché. Et pourtant, on reprend notre relation là où on l'a laissée, au stade de la passion. Je lui présente quelques collègues et je rencontre ses amis. Le soir, elle m'emmène écouter du jazz avec des copains et copines musicos dans des bars aux lumières tamisées. Je te présente Gabriel. Salut. C'est un trop bon pote à moi. Enchanté. Salut! On a encore tellement de choses à apprendre l'une de l'autre. C'est interminable. Mais en fait, comment on lit une partition ? J'ai jamais compris. Regarde, ça par exemple c'est une croche, et ça c'est une noire, et ça définit... Après ses études de musicologie, elle rêve de donner des concerts en solo, de vivre du jazz comme j'aspire à vivre de l'écriture. Bientôt, les matinales radio ne seront plus qu'un mauvais souvenir. Je pourrai écrire des histoires, des livres, des séries de podcasts. En attendant, elle comme moi, on se débrouille, on s'épaule. C'est pour ça aussi que notre amitié se resserre, parce qu'on se voit l'une dans l'autre. Dans son livre « Le choix amoureux », Patrick Traub explique comment on se choisit et comment on s'aime aussi. J'y ai trouvé des parallèles avec l'amitié. Il explique que qui se ressemble s'assemble. Dans le jargon psy, on appelle ça la pulsion homophilique, l'amour du même. On est attiré par nos semblables. C'est plus confortable de se lier à celles et ceux qui nous ressemblent, plus sécurisant que l'inconnu. Avec Alex, notre relation se construit comme un miroir. Tout est facile puisque je me vois en elle. Alors au début, c'est génial. Je comprends ses galères parce que je traverse les mêmes. J'ai accepté un babysitting ce soir, je pouvais pas dire non, j'ai trop besoin de 30 balles. Courage mon chat, je te comprends. On se voit plus tard, t'inquiète. Inconsciemment, on choisit nos amis pour ce qu'ils et elles disent de nous, pour l'image que cette relation nous renvoie de nous-mêmes. Par exemple, si je rêve de devenir autrice, que je me pense créative, je vais élire celle qui me conforte dans cette idée. Ça se joue en 2 temps. D'abord, la projection. Je projette sur elle cette qualité que je recherche, mettons la créativité. Alex compose, elle écrit, elle chante. Si elle me choisit, c'est peut-être que je suis pareille. Ensuite, l'introjection. J'incorpore des bouts d'Alex. Au contact de l'autre, j'ai bon espoir de m'imprégner d'elle, de puiser dans sa créativité pour alimenter la mienne. Mais le risque avec l'homophilie, c'est de ne plus faire de distinction entre l'autre et soi, entre son intimité, la mienne, son quotidien et le mien. De perdre de vue l'altérité. Cet autre a sa propre vie aussi. Dans la série culte Grey's Anatomy, il y a un épisode que j'adore. Il montre cette amitié indéfectible entre les 2 internes en médecine, Christina Yang et Meredith Grey. Une nuit, alors que Meredith dort aux côtés de son amoureux, quelqu'un toque à la porte de sa chambre. C'est Christina, qui a besoin de réconfort. Meredith est allongée, elle entrouvre un œil. Christina.
Meredith fait signe à son amie de la rejoindre au lit, avec son petit copain, qui est aussi leur supérieur à l'hôpital. Ce serait assez bizarre. Dehors, amène-toi. Le message est clair, rien ne nous sépare, même pas mon mec. Alex et moi, c'est pareil. On peut décrocher le téléphone à n'importe quelle heure du jour et de la nuit si l'autre va mal. Même si je suis en compagnie d'un garçon, si je suis aux toilettes ou si je suis devant un épisode de Candice Renoir, j'arrête tout. Coucou, t'es là? J'ai un peu le cafard aujourd'hui, ça va pas trop. Que ce soit un détail ou une catastrophe, je dois être là pour elle. Après tout, c'est ma plus proche amie ici. Donc, elle passe avant tout le reste. Non ? Alex devient ma personne à Toulouse. Elle est ma base arrière ici. J'ai beau essayer de me faire des potes, cours de dessin Toulouse, association féministe Toulouse, atelier réparation vélo femme. C'est jamais aussi chouette qu'avec elle. En fait, c'est comme si on était dans une relation amicale, monogame et exclusive. Sauf que moi, la monogamie, je trouve ça risqué. Une personne ne peut pas tout nous apporter. Et puis, ça peut paraître étrange d'être si proche entre amis. Comme si cette façon d'aimer était réservée à l'amour romantique. C'est quand même marrant. On n'a aucun problème avec la fusion quand il s'agit du couple. Ce serait normal d'être en contact permanent avec l'autre. Et t'es où là? Et tu fais quoi? T'es avec qui là? Quand est-ce que tu rentres? Tu penses à quoi là? De lui raconter absolument toutes ses journées. Tu sais, j'ai invité quelques amis chez moi. Et après, on s'attend à savoir immédiatement absolument tout ce que traversent nos partenaires. La fusion amoureuse, c'est non seulement la norme, mais c'est aussi un automatisme impensé. C'est comme ça qu'il faudrait aimer. Moi, c'est d'abord dans l'amitié que j'ai connu ça. Je me suis dit peut-être j'aurais dû mettre 2 paires de chaussettes. La dynamique que j'ai avec Alex, elle m'est familière. Elle me rappelle une amie d'enfance avec qui c'était pareil. A single particle starts the reaction. Comme 2 atomes qui auraient fusionné. On n'en formait plus qu'un. Those neutrons bombard other uranium atoms, causing them to split and split still others. Sauf qu'on a fini par prendre des chemins différents. Et j'ai pas accepté la distance que ça impliquait. Défusionner, ça se fait jamais dans la douceur. On n'a pas réussi à transformer notre lien. Est-ce que ça va se finir comme ça avec Alex ? Pourquoi je me retrouve encore dans ce schéma ? À l'époque, je consulte une psychologue, elle s'appelle Shaina Rémion. Je lui raconte la dynamique de notre relation avec Alex, l'intensité, la fréquence, la puissance. Qu'est-ce qui fait qu'on noue des relations de fusion avec les gens ? Est-ce qu'on reproduit un rôle qu'on a eu, quelque chose dans l'éducation, un nœud, un lien avec les parents ? Je pense qu'il y a sûrement un lien, effectivement, qui est peut-être lié en particulier à un manque affectif quelque part. On peut surinvestir des relations parce que on n'a pas suffisamment été nourri dans certains liens, que ce soit des liens éducatifs, des liens parentaux, des liens familiaux. Quand ils ne sont pas suffisamment nourris, on peut avoir tendance à surinvestir certaines amitiés, et ce qui peut expliquer justement que certaines amitiés deviennent fusionnelles, deviennent à ce point intenses. À mon sens, ça peut être relativement mathématique. Tout ce qu'on a manqué dans un type de lien particulier, qu'il soit familial, qu'il soit parental ou qu'il soit maternel ou autre, on essaie de le combler ou de le rechercher dans un lien sécure, puisque l'amitié est avant tout un lien de confiance, c'est un lien de choix. C'est une personne qu'on a choisie et qu'on a volontairement désiré investir. On projette dans ce lien sécure tous nos besoins affectifs, tous nos besoins d'étayage, tous nos besoins nos besoins sociaux. Et donc, on a tendance à survaloriser ce lien pour compenser les éventuels manques affectifs. Ça tient la route avec mon histoire. Je n'ai peut-être pas manqué d'affection ou de sécurité dans mon enfance,
Mais à Toulouse, c'est bien ça qui se joue. J'attends tout d'Alex. Qu'elle me rassure, qu'elle veille sur moi. Tu me dis quand t'es bien arrivé chez toi ? Qu'on se prenne dans les bras. T'as remarqué que les gens, ils se font plus trop de câlins ? La fusion, ça passe aussi par le toucher. Les risques de la fusion, justement, c'est le côté un peu négatif de l'amalgame. L'amalgame, c'est comme, par exemple, deux jumeaux, une paire de jumeaux, du moins, qui aura tendance à toujours rechercher la similarité, à rechercher toujours les événements vécus en même temps, au même moment et de la même manière, et du coup, qui transposent et qui transfèrent leurs propres émotions sur l'autre, et qui se disent, si moi j'ai vécu ça, eh ben, l'autre le vivra tel quel. Donc, du coup, il n'y a plus d'interrogation, il n'y a plus de communication, c'est juste un monologue. Et le dialogue devient monologue, justement, parce qu'il y a trop de superposition. Avec Alex, nos personnalités viennent à se confondre l'une dans l'autre. On s'écrit tous les jours. Un jour sans message, c'est presque un jour vide. Et j'ai compris que si je mettais tous mes besoins en elle, c'est parce que chez moi, on a toujours fait comme ça. À la maison, on est des grands spécialistes de la fusion. Dans la famille, on est tous nés en juin. Ma sœur, mon père, ma mère, on se suit. Moi, je suis le portrait craché de mon père. Et ma sœur, celui de ma mère. Mes parents forment un 3e binôme. Et ma sœur et moi, un 4e. On s'appelle au moins une fois par jour. Vous voyez ? Fusion, fusion, fusion. On est 2 enfants, mais en vrai, on a été élevés avec nos 3 cousins-cousines, tous du même nom de famille. Chaque été, on partait en vacances dans le même village, à 5, ou plutôt à 9, avec les parents. Enfin non, à 11, avec les grands-parents. Une tribu, le truc. Et mes grands-parents avaient réussi à convaincre mon tonton et mon père de se marier le même jour. Acceptez-vous de prendre pour époux Monsieur Cincinnati. Genre, ils ont fait un double mariage. Vous pouvez embrasser la mariée. Bref, la relation fusion, c'est notre plat signature. Je reproduis en amitié ce que j'ai connu en famille. La fusion me rassure. La proximité me tranquillise. C'est mon doudou. Je sais comment faire. Je connais le chemin. Mais je pense que tout ça, c'est pas juste une histoire de psychologie individuelle. Ce serait trop facile et puis un peu réducteur. Nos schémas familiaux sont aussi traversés par des structures qui nous dépassent. Mathilde Villet est psychologue interculturelle à Toulouse. Dans son cabinet, elle reçoit des patients, patientes, dont elle n'écoute pas seulement les soucis du quotidien et les galères au boulot. Elle interroge aussi leur appartenance culturelle, leurs racines, le pays d'origine et d'accueil s'il y a lieu, et même la classe sociale. Peut-être que si Alex et moi, on s'est liés avec une telle force, c'est en raison de notre trajectoire familiale. Elle est 2e génération d'immigrés en France, et moi 3e. Ce qu'il faut entendre quand on parle d'exil, c'est le traumatisme qu'il peut y avoir derrière ce mot. Que ça soit le traumatisme de perte du pays d'origine, avec tout ce qui est rattaché, ou le traumatisme de perte des personnes sur le trajet d'exil, le trajet migratoire. Finalement, quand on part, quand on fait une migration ou un exil forcé, on va laisser derrière soi une culture, des repères, une langue, de la nourriture, et c'est tout ça qui nous façonne identitairement dans nos repères. Et quand on arrive dans le pays d'accueil, qui est souvent pas très accueillant d'ailleurs, on a peu de choses qui nous rattachent à tout ça. Donc on vient identitairement chercher de nouveaux repères, et ça peut générer des angoisses à ce moment-là, que ça soit des angoisses de perte, des repères qu'on a déjà perdus, ou des angoisses de ceux qu'on est en train de créer, mais qui sont encore assez fragiles. Ces angoisses de perte-là, on peut les lier au style d'attachement des individus. C'est-à-dire qu'on peut voir en psycho qu'il y a plusieurs styles d'attachement qui se développent de l'âge enfance à l'âge adulte et qui peuvent évoluer au cours de la vie. Et par exemple, dans le cas de traumatisme ou d'exil, on peut avoir tendance à développer un style d'attachement anxieux. L'attachement anxieux, c'est, comme son nom l'indique, de l'anxiété à de la perte. Et par exemple, ça peut générer une forme d'ambivalence dans je vais chercher à fusionner avec les autres parce que j'ai peur de les perdre. En même temps, une fois que j'ai fusionné, comme j'ai peur de les perdre, je vais moi-même générer la propre perte avec des suspicions ou des interprétations de comportement, par exemple, qui vont dans notre sens, avec des rejets massifs, puis des excuses pour se faire pardonner, revenir, etc. Et cette ambivalence-là, elle vient finalement montrer qu'il y a quand même une grosse anxiété qui est liée au lien à l'autre. Ces angoisses-là, on peut les transmettre de génération en génération. Par exemple, quelqu'un qui a vécu l'exil
dans son pays d'accueil, s'il a des enfants ou des proches, il peut transmettre cette angoisse-là, parce que cette personne-là se sera construite finalement avec cette peur de perte. La manière dont on se lie provient d'une culture, d'un passé, d'un contexte historique. Et tout ce bagage, avec nos névroses, nos blessures, nos traumas, on l'emporte en amour ou en amitié. Parfois, je me surprends à imaginer des rues où les passants se déplaceraient avec un nuage de lettres au-dessus de la tête. Deuil, exil, guerre, veuvage. On pourrait mieux comprendre leur histoire. Désespoir, vulnérabilité, incertitude, anxiété, traumatisme, souffrance. À l'automne 2021, ma petite sœur me rend visite à Toulouse. Coucou mon chat, je viens d'arriver. Tu peux juste me confirmer que je prends bien le tram T1 s'il te plaît? Je me rappelle plus. Voilà, trop hâte. À toutes. On a 3 jours rien qu'à nous. Ça fait des mois qu'on ne s'est pas prise dans les bras. Je nous ai concocté un petit programme. Le matin, petit-déj pendant des heures. L'après-midi, chocolat chaud en ville, shopping dans un magasin de perles pour faire des bracelets militants. Le soir, c'est film. On regarde Le Prénom pour la 10e fois. Et on retrouvera sûrement Alex autour d'un verre. Elles ont tellement entendu parler l'une de l'autre. J'ai trop hâte de rencontrer ta sœur, depuis le temps que tu m'en parles. Mais ce week-end-là, c'est aussi un grand jour pour Alex. Elle emménage dans un nouvel appartement. Je déménage dimanche et je vais avoir besoin de vous. Faut savoir un truc, dans la vie, moi, j'aime pas dire non. C'est pas tous les jours que ma sœur fait le déplacement depuis Bruxelles. Je veux me consacrer entièrement à elle. Je ne suis pas disponible dimanche, mais j'ai un peu peur de l'annoncer à Alex. Elle pourrait être déçue ou pire, elle pourrait m'en vouloir. Oh, je suis une amie en carton. Je sais bien qu'elle m'attend au tournant. À sa place, j'aurais été blessée qu'elle puisse pas m'aider. J'aurais ruminé, ressassé pendant des semaines. Et tu sais pas quoi, Machine, elle a même pas levé le petit doigt pour moi. Mais peut-être que tout ça, c'est dans ma tête. Si ça se trouve, elle s'en ficherait. Ou peut-être pas. En fait, l'amitié, c'est pas toujours aussi facile et fluide qu'on veut bien le croire. C'est ce que disent la psychosociologue Dominique Picard et le psychologue Edmond Marc dans leur article « Quand l'amitié fait mal ». L'amitié ne se réduit pas à un lien affectif. Elle repose également sur des présupposés qui ont souvent plus à voir avec la croyance, les représentations sociales et le fantasme qu'avec le réel. L'amitié implique souvent une présomption de réciprocité. Cette idée que tout ce que nous éprouvons pour l'autre, il est censé l'éprouver à notre égard avec la même intensité. Shaina Rémion m'a expliqué qu'en couple, on cherche souvent quelqu'un de complémentaire. Mais en amitié, on veut son double. On s'attend à ce que l'autre fonctionne exactement comme nous aime comme on l'aime, soit disponible comme on peut l'être, qu'elle réagisse comme on aurait réagi. Puisque j'aurais été blessée qu'Alex ne vienne pas m'aider, j'imagine qu'elle aussi. J'ai fini par y aller à ce déménagement, avec des pieds de plomb. Et j'ai embarqué ma sœur. Mais je dois avouer qu'après avoir soulevé quelques cartons, j'ai eu un peu peur de partir. Bon du coup, on va y aller ? La fusion, ça comprend des injonctions tacites. Le psychologue Patrick Traub explique que les couples fonctionnent souvent comme des systèmes, avec des désirs, des attentes, des demandes. Un peu comme dans un contrat. Les désirs, j'aime que tu prennes de mes nouvelles par texto, peuvent devenir des impératifs. J'exige que tu prennes de mes nouvelles par texto. Je suis sûre que certaines amitiés fonctionnent pareil. La différence, c'est qu'en amour, ces attendus sont beaucoup plus assumés. Si je fais des efforts pour ta famille, tu en fais pour la mienne. L'amitié fait mine d'échapper à ces contrats tacites. On la voudrait plus libre, plus à la carte.
Mais dans les faits, c'est la même chose. Si tu es de passage en ville, tu dois me prévenir. Ces règles sont risquées. Patrick Traub écrit « Si le contrat n'est pas respecté, ou s'il est unilatéralement rompu, la sanction tombe comme un couperet. Elle se monnaie au prix fort. » Comprenez des reproches, de la déception, de l'amertume. Dans cette histoire de déménagement, j'ai voulu éviter ça. Parfois, les réactions d'Alex sont imprévisibles. Elle peut partir au quart de tour. J'ai eu peur de la mettre en colère. Mais on ne devrait pas avoir peur de nos amis, non ? Il y a un truc qui me va pas. Cette dynamique me gêne. Bon, arrête de te prendre la tête. Tu chipotes là. Ça y est, je suis devenue journaliste indépendante. Mais j'habite seule et en plus, je bosse depuis chez moi. Il me faudrait une coloc pour me faire un peu plus de potes. Coucou ma douce, ça te dirait un chocolat chaud avec ma sœur ? Parfait pour un samedi après-midi. À la terrasse des artistes, emmitouflés dans nos manteaux, je rencontre Amalia, la sœur d'Alex. Et vous savez pas quoi. Tu cherches une coloc ? Mais trop bien, il y a une chambre qui vient de se libérer dans mon appart. Amalia habite dans un grand appartement avec vue sur la Garonne. Qui c'est qui a fini les yaourts ? Il y a déjà ses 2 colocs, Martin et Nils, et Chachou, un adorable chartreux avec de l'embonpoint. Putain, Chachou. À moi, l'auberge espagnole. Je quitte mon clapier et j'emménage dans un grand appartement haussmannien, mal isolé, mais plein de chaleur humaine. Oh non, mais c'est une blague. Non mais il surchoppe de ouf, non ? Mais il surchoppe tellement. Genre, vous avez abusé. Très vite, on trouve nos petites habitudes. Les linguinés sauce tomate d'Amalia deviennent le rituel du dimanche soir. On organise des concerts clandestins d'Alex où on invite ses amis musicos. On dirait presque une famille. Amalia occupe la plus belle des chambres, tout au fond du couloir à l'opposé de la mienne. Un soir, je débarque avec mes gros sabots. Meuf, faut que je te raconte un truc. Tu fais quoi là ? Comment ça, je fais quoi ? Tu peux attendre avant d'entrer, non ? Mais j'étais ok, t'as pas entendu ? J'ai pas dit oui, c'est mon espace ici. Je comprends rien. De quoi elle me parle ? On habite ensemble quand même. On est coloc, on n'est pas des étrangères, non ? Chez moi, dans ma famille, on n'a jamais toqué aux portes des unes et des autres. On entre, on sort, on va, on vient dans n'importe quelle chambre. Si je cherche une paire de chaussettes d'hiver, je vais fouiller chez ma mère. Elle a besoin d'un taille-crayon, sûrement dans les tiroirs de Johanna. Et puis, hors de question d'avoir une clé à sa porte. Pourquoi faire ? On n'a rien à se cacher ici. On est une famille. J'ai pas dit oui, c'est mon espace ici. C'est le déclic. Et si elle avait raison ? C'est pas parce qu'on habite ensemble qu'on peut tout se permettre. Sa chambre, c'est son espace, son cocon, son jardin secret. Et pareil pour le foyer. Une famille, c'est pas un seul noyau. C'est aussi 2, 3, 4 individus distincts. Chacun, chacune a le droit à son intimité. Amalia me raconte qu'elle a appris ça chez elle, avec ses parents. Quand sa mère toquait à sa porte, elle avait le droit de lui refuser l'entrée. Je suis soufflée. Dans les jours qui suivent, cette interaction tourne en boucle dans ma tête et dans mes carnets. Pourquoi je me permets d'entrer partout comme chez moi ? Et puis, je repense aux commentaires des professeurs dans mes bulletins à l'école. Johanna ne connaît pas les limites avec ses professeurs. Johanna est insolente. Johanna dépasse les bornes. La porte est comme un seuil qu'on peut franchir ou non. Ça paraît simple dit comme ça, pourtant c'est radicalement nouveau pour moi. J'ai pas appris à respecter les limites des autres et inversement. Je repense à mes interactions sociales et aussi à plein d'histoires d'amour, à la recherche d'indices. Faut avouer que, bien souvent, je galère à dire non. Genre, chez la coiffeuse. Ça va, c'est pas trop chaud ? Oui, ça va.
mais parfois dans des conversations bien plus violentes. Tu connais le téléphone arabe, mais pour les juifs ? Non, mais je sais pas si j'ai envie de... Tu la connais pas ? Non, mais je sais pas si j'ai envie de... En fait, t'appelles, et là tu tombes sur la... J'aurais bien voulu mettre un stop à ces blagues antisémites, par exemple. Puis je me souviens de ce baiser aussi avec un garçon à Bruxelles, même si je lui avais bien montré que j'en voulais pas. Qu'il s'agisse de toquer à une porte, d'imposer une coupe de cheveux ou un baiser, c'est bien du consentement dont il est question ici, et de son non-respect. En tant que femme, mais même quand j'étais enfant, j'ai pas le souvenir qu'on m'ait appris à dire non, haut et fort. J'ai 30 ans et ma perception des relations chavire. Non. Est-ce qu'en amitié aussi, on doit apprendre à dire non ? Non. J'ai besoin de tout mettre à plat. Si je ne veux pas de ce café, eh ben c'est non. Si je suis pas dispo ce soir, ce sera non aussi. Voilà, c'est ma nouvelle donne. Non. Je veux pouvoir décider de ce que je fais, avec qui et dans quelles conditions. Non. Demain, c'est le pic de chaleur. Ces températures qui vont donc être encore plus élevées. On atteindra les 34 à Grenoble, Toulouse, 36 degrés. C'est l'été à Toulouse et la ville est étouffante. Les après-midi, les rues sont désertes à cause de la chaleur. Alors Amalia me propose de passer le week-end à Sète, chez sa maman. Elle a la voiture et on est à 2 heures de la mer. Elle embarque une de ses copines et j'embarque un de mes maillots. On fonce direction la Méditerranée. Assise à l'arrière, mes cheveux volent au vent. Mais dans ma tête, une petite voix jacasse. Ce soir, j'avais prévu de boire des coups avec Alex. En plus, elle a pas le moral à cause de son gars. Quand même, tu vas pas lui poser un lapin. Bon, de toute façon, elle voulait pas venir. Attends, tu vas vraiment rencontrer sa mère sans elle, mais elle voulait te la présenter. Oh, ça va, c'est pas ma belle-mère non plus. Il y aura plein d'autres occasions. Je fais taire la petite voix. Après tout, j'entre dans une nouvelle ère, la mienne. Je suis maîtresse de mes envies maintenant. Et tant pis pour la culpabilité. Je suis trop mal. On avait dit qu'on allait boire un verre ce soir. À peine arrivée à la plage, les textos d'Alex inondent ma messagerie. Je me sens trahie, franchement, je suis trop triste. T'as été égoïste, je t'aurais jamais fait ça, moi. C'est moi qui devais te présenter ma mère, pas ma sœur. Sérieux ? Pendant plusieurs heures, Alex se déchaîne. Je n'arrive pas à en placer une. Qu'est-ce que tu mets derrière le mot amitié, en fait ? J'en prends plein la tronche. J'ai des palpitations. J'ai envie d'enfouir mon téléphone dans le sable, de le balancer à la flotte. C'est moi ton amie, Johanna. Ma sœur, c'est ta coloc. D'accord, j'ai peut-être gaffé. Mais quand même, on gueule pas sur les gens comme ça. Bah si tu vois pas la différence entre les deux, c'est vraiment dommage. J'insiste pour qu'on en parle de vive voix à mon retour à Toulouse, mais rien n'y fait. Je me sens trahie, franchement, je suis trop triste. Je me concentre sur la forme pour pas parler du fond. Bon, je fais l'autruche. Mais plus je résiste, plus elle s'énerve. Ça t'ennuierait de te mettre à ma place juste 2 secondes ? Je lui refuse toute empathie. Pas comme ça. Et puis d'abord, je suis en vacances, je fais ce que je veux. Elle exige des excuses maintenant. Elle me demande de répondre tout de suite. Ça suffit. Je mets mon téléphone en mode avion. Quand je rentre à Toulouse, c'est décidé. Soit on met les points sur les i, soit je mets un terme à cette amitié. À suivre, dans Le cœur sur la table.